Ce n'est plus qu'une question de semaines. La force armée des États du Sahel devrait être opérationnelle très prochainement, d'après le ministre nigérien de la Défense, qui s'exprimait à la télévision publique. Quand je parle d'embargo, jusqu'à aujourd'hui, nous avons une centaine de véhicules, dont des blindés, qui sont retenus au Bénin. Au port de Cotonou. Au port de Cotonou, oui. Monsieur le ministre, vous parlez à un instant de l'avènement de l'AES, qui était une excellente chose pour nos trois États. Alors, question, monsieur le ministre d'État, nous sommes dans la confédération AES avec nos frères du Mali et du Burkina Faso. Il était question de la mise en place d'une force conjointe et des opérations militaires mixtes entre les trois pays pour lutter efficacement contre le terrorisme et la criminalité transnationale organisée. Où en sommes-nous sur ce différents points précis, monsieur le ministre d'État? Oui, l'avènement de l'AES, vous savez, est parti de cette question de défense. Nous sommes dans un même espace, nous faisons face au même type de menaces, notamment cette menace de groupes criminels. Il fallait mutualiser nos efforts. Parce que lorsque vous avez un terroriste qui quitte un pays pour aller dans l'autre, quand il est pourchassé, vous ne pouvez pas être en sécurité. Oui, ça c'est sûr. Alors, en plus de ça, vous vous souvenez de la guerre de la CEDEAO contre notre pays. N'eût été la prise de position du Burkina Faso et du Mali, ces pays allaient nous agresser. Ce qui fait que la création de l'Alliance des États du Sahel, cette création est notre passeport pour la sécurité. Nous avons désormais un espace de défense et de sécurité qui s'étend de Bosso à la frontière de la Mauritanie et qui s'étend du sud là-bas malien jusqu'aux frontières de la Libye. Dans cet espace commun, nos forces pourront désormais intervenir ensemble. Ou bien une force peut faire appel à l'autre qui a des moyens un peu plus stratégiques pour défendre. C'est nouveau, c'est original et c'est sécurisant pour notre espace et pour nos populations. Donc, l'Alliance des États du Sahel, dans son opérationnalisation, le volet défense a déjà travaillé et mis en place un certain nombre de planifications, notamment au niveau des forces armées des trois pays. Et les différents chefs d'état-major des armées se rencontrent régulièrement pour peaufiner cette coordination. Et la force unifiée, qui est pratiquement prête, cette force unifiée a un effectif de 5000 hommes. Cette force unifiée aura non seulement son personnel, le personnel, mais ses moyens aériens, ses moyens terrestres, ses moyens de renseignement et bien sûr son système de coordination. Et ce serait une force expéditionnaire. Une force qui peut être déployée partout sur l'espace de l'AES. Nous y travaillons, les chefs d'état-major ont déjà fini leur planification et c'est une question de semaine pour que cette force-là soit visible sur le terrain. Mais d'ores et déjà, nous avons entrepris de faire des opérations, que ce soit entre le Burkina et le Niger, ou opérations à trois, ou bien des opérations de soutien à l'un ou l'autre des pays. Et ça marche très bien. C'est pas lourd comme dispositif à mettre en place. Et il y a surtout la compréhension et la capacité de travail que nos officiers des trois pays ont pour pouvoir mettre en œuvre les troupes sur le terrain
et assurer le soutien de ces troupes-là. Monsieur le ministre d'État, revenons à l'interne. Avez-vous mis en place un cadre ou un mécanisme d'évaluation de performance au sein de votre département et quels en sont les résultats? En termes de mécanismes de contrôle et d'évaluation, comme tous les ministères, il y a un certain nombre de dispositifs qui sont là. Entre autres, mécanismes de contrôle d'évaluation. Et je pense que le premier évaluateur d'un système de sécurité, c'est bien la population. Et nous observons que malgré la multitude de menaces, malgré la multitude de crises autour de nous, que les forces armées, FAN Gendarmerie, assurent la sécurité, assurent la stabilité. Et à travers le bulletin des forces armées, qui est chaque 2 fois par semaine, les Nigériens peuvent avoir une idée de ce qui est fait sur le terrain. À titre d'exemple, pour l'année 2024, nous avions quotidiennement sur le terrain 18 000 hommes. Sur le terrain au quotidien? Au quotidien. D'accord. Alors, c'était en janvier dernier, en janvier 2024, nous étions à 12 000 hommes. Et les chiffres ont augmenté. Pourquoi ces chiffres ont augmenté? Voilà. Parce qu'il fallait renforcer. Il fallait faire un maillage encore plus près, plus étroit pour les terroristes, mais un maillage qui se rapproche davantage des populations. Et il fallait, par exemple, la région de la rive droite, cette région qui est particulièrement troublée parce que c'est une région particulière, c'est une région où tout est concentré. Et les raisons pour lesquelles tout est concentré, tout le monde le sait, c'est une région extrêmement riche. Oui, tout à fait. Raison pour laquelle tout est concentré dans cette zone. Et c'est aussi une région qui a une géographie un peu difficile. Vous avez plusieurs cours d'eau qui séparent les localités, qui séparent un certain nombre de terres. Entre deux villages distants de peut-être 5-10 km, vous allez faire 2 heures, 3 heures parce que vous allez traverser des cours d'eau pour pouvoir y arriver. Donc c'est une région qui est particulièrement difficile sur le plan géographique. C'est une région enclavée, mais c'est une région extrêmement riche. Donc, et c'est une région qui concerne 3 pays. Donc cela explique un peu la complexité de la situation dans cette région. Sans compter les dizaines de sites aurifères et clandestins. Et comme vous le savez, partout où il y a de l'or, il y a de la criminalité. Ah oui, c'est sûr. C'est ça qui fait la particularité de cette zone. Alors, dans cette zone, dans les stratégies, son Excellence, Monsieur le Président du CNSP, en a parlé très souvent. Notre ennemi principal a donné des instructions aux terroristes pour non seulement chasser les populations, empêcher de s'adonner à l'agriculture. Et c'est pareil de l'autre côté de la rive, sur la rive gauche, la région de Tillabéri. Parce que l'espace est recherché. Il fallait vider les populations. Bien sûr. Il fallait vider le terrain. Alors, l'accroissement des effectifs s'explique par la création de nouvelles unités de gendarmerie et la création de nouvelles unités militaires. Parce qu'il fallait à tout prix que ces populations puissent rester chez elles et que ces populations puissent cultiver. Et dans certains cas, les militaires devaient accompagner les populations pour aller au champ
cultiver, les accompagner pour revenir au village. Cela a naturellement augmenté les effectifs armés. Et après la saison des pluies, il fallait les aider à récolter. Il fallait les aider à engranger leur récolte. Et en 2024, Dieu merci, les populations ont pu cultiver, que ce soit dans la région de Walam, que ce soit dans la région de Téhéran. Il y a eu également des opérations de sécurisation des intérêts stratégiques. Oui. C'est la protection de tout ce que nous avons, les sites miniers, les sites pétroliers. Il y a aussi, bien sûr, les pipelines, même si il y a encore des actions de sabotage qui sont perpétrées. Mais toutes ces questions ont été encore prises en compte et ça explique la création de cette nouvelle force, la force de protection et de développement. Cette force aura pour mission de protéger toutes ces infrastructures critiques et aussi de participer aux actions de développement comme l'agriculture, comme l'élevage, comme aussi la fourniture de services et aussi pour former aux travaux manuels, de former les populations ou de construire des routes. C'est une force spéciale qui dépend de l'état-major des armées, à l'image des sapeurs-pompiers, à l'image de l'armée de l'air. Oui. Et cette force-là sera là pour aider à développer notre pays, aider à protéger les infrastructures d'intérêt économique. D'accord. Avant, dernière question, peut-être de cet entretien. Au début de cet entretien, vous avez évoqué la situation sécuritaire d'avant le 26 juillet. Alors, question, monsieur le ministre d'État, pouvez-vous nous donner de façon générale votre sentiment sur la situation sécuritaire actuelle? Alors, ce qu'il faut retenir de la situation actuelle, c'est que nous sommes dans une situation de sécurité assumée. De sécurité assumée. De sécurité assumée. Nous assumons entièrement la sécurité et la défense de notre pays. D'accord. Je disais que c'était avant le 26, c'était une sécurité plus ou moins sous-traitée, sous tutelle. Aujourd'hui, c'est nous qui défendons notre pays par notre génie et avec les moyens dont dispose notre pays. C'est ça la situation. Et le sentiment que nous avons en tant que ministre de la Défense nationale, c'est un sentiment de satisfaction. Un sentiment de satisfaction parce que les Nigériens sont au devant pour une fois. Les Nigériens ont confiance en leur capacité. Malgré toutes ces menaces dont j'ai parlé tout à l'heure, des menaces de déstabilisation à gauche, des embargos à droite, je rappelle que quand je parle d'embargo, jusqu'à aujourd'hui, nous avons une centaine de véhicules, dont des blindés, qui sont retenus au Bénin. Au port de Cotonou. Au port de Cotonou. Pour nous ne savons quelle raison. Nous avons des aéronefs qui sont retenus dans des pays occidentaux, des aéronefs que nous avons payés. C'est comme si on vous met sur un ring, on vous attache les mains contre un adversaire. Mais malgré tout ça, les forces armées nigériennes, d'une manière, gendarmerie et FAN, et les autres forces de défense et de sécurité se battent pour la sécurité et la stabilité dans notre pays.
Donc cette satisfaction-là, elle est entière, elle est sincère. Parce que en tant que ministre de la Défense nationale, nous saisissons l'engagement de nos personnels, l'engagement des fils de Niger qui sont dans les forces. Malgré les sacrifices, ces jeunes Nigériens sont déterminés à défendre le pays. Parce que c'est que beaucoup de Nigériens, et c'est l'occasion, ne le savent pas, c'est qu'en réalité, un autre pays fait face non pas à ces problèmes superficiels d'une gouvernance ou d'un président déchu, non, c'est au-delà de cela. Parce que notre pays est particulier. Le chef de l'État a l'habitude de dire que notre pays est béni. Mais notre pays, c'est un pays stratégique. Qui dit pays stratégique dit menace. Oui. Par exemple, vous regardez, vous cherchez, dans les pays africains, parmi les pays africains, ou même dans le monde, il est rare de trouver un pays qui a toutes les sources d'énergie. Au Niger, il y a de l'eau. Le fleuve, bien sûr, les cours d'eau. Nous avons de l'eau souterraine. L'eau est une source d'énergie. Au Niger, il y a du pétrole. Ça, tout le monde sait. Tout le monde le sait, c'est sûr. Au Niger, 365 jours par an, il y a du soleil. Au Niger, il y a de l'uranium. Et quand on regarde toutes les guerres du monde, c'est la source d'énergie. Tout à fait. Raison pour laquelle, au Niger, il ne faut pas voir le superficiel, il faut voir ce qu'il y a autour. Et par rapport à ça, nous devons continuer de nous organiser. Nous devons continuer de prendre en charge notre sécurité, d'investir dans la sécurité et la défense de nos territoires. Donc, c'est une satisfaction et c'est pour cela que tous les Nigériens doivent être engagés. Les Nigériens des zones rurales, comme les Nigériens qui sont à l'intérieur, pour défendre leurs biens. Je vous ai donné juste un exemple de ça, sans compter les autres services. Et pour défendre cela, il faut se réveiller. Il faut croire. Et les Nigériens doivent croire à leur pays. Et il nous appartient non seulement de faire face aux menaces, nous qui sommes les forces de défense et de sécurité, mais aussi de sensibiliser et d'informer le reste de nos populations pour que les gens comprennent que ce bien-là que nous avons, à aucun prix, nous ne devons le laisser à quelqu'un d'autre. Celui qui veut, il peut collaborer avec nous, mais il ne le prendra pas. Et la satisfaction est d'autant plus grande que les forces de défense et de sécurité sont informées de cela. Les forces armées nigériennes défendent en premier et continuent à défendre. Et nous avons, pour terminer, nous avons, les Nigériens ne le savent pas, nous avons une des armées non seulement les plus aguerries, mais une des armées qui a le plus d'officiers compétents. Ces officiers ont été formés partout dans le monde, en Asie, aux États-Unis, en Afrique, en Europe, mais ces officiers n'avaient pas eu l'occasion pendant un certain nombre d'années de pouvoir montrer ce dont ils sont capables. Et je pense que 2024, ça a été l'occasion
montrer juste un peu de ce que nous pouvons faire, de ce que les officiers connaissent. Mais cela va se poursuivre en 2025 et dans les années à venir. Monsieur le ministre, voilà qui rassure. Avez-vous un mot de fin avant de boucler cet entretien? C'est surtout rendre hommage. Rendre hommage à ces jeunes qui se battent sur le terrain, mais rendre hommage et demander à ce que nos populations se souviennent toujours des éléments des forces de défense et de sécurité qui tombent sur le terrain. Ces jeunes donnent leur vie pour que nous, qui sommes ici, ou bien ceux qui sont en ville, puissent vivre, puissent dormir, puissent vaquer à leurs occupations. Ces hommes qui sont décédés méritent toute la reconnaissance de notre pays et de nos compatriotes. Leurs familles doivent être respectées. Ce sont des familles qui ont donné des enfants qui se sont battus pour leur pays. Ça, je pense, il y a un hommage à leur rendre. Il y a des occasions à réserver pour rendre hommage à ces jeunes qui ont perdu leur vie pour que les autres puissent vivre. Et je remercie les populations nigériennes pour leur contribution. De plus en plus, les Nigériens comprennent que la sécurité, ce n'est pas seulement l'affaire des forces, des forces armées ou des forces de défense et de sécurité, c'est l'affaire de tout le monde. Et leur contribution est essentielle. Et leur contribution à travers les appels pour informer des situations, à travers les renseignements pour arrêter des criminels, cette contribution est précieuse. Et nous pensons qu'avec les sensibilisations et l'information, cette contribution va encore aller plus loin que cela. Mais toujours est-il qu'il y a un gros changement entre avant le 26 juillet 2023 et maintenant, en ce qui concerne la participation de notre population à la sécurité. Et je leur rends aussi un hommage mérité. Merci, monsieur le secrétaire. Merci. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cet entretien. Merci de l'avoir suivi. Pour notre prochain entretien, nous allons recevoir sur ce même plateau le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, de la Sécurité publique et de l'administration du territoire. Excellente soirée à tous.